Un, deux. J'entends plus personne là. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux ateliers de l'Institut français et bienvenue à ce 9e webinaire proposé sous la bannière des ateliers outillants. Vous êtes 1080 collègues du réseau culturel inscrits aux ateliers de l'Institut français. Comme beaucoup de collègues nous ont rejoints ces derniers jours, je dirais quelques mots de la programmation pour vous aider à vous repérer dans l'ensemble du programme. Nous sommes sur la dernière ligne droite de la programmation des ateliers outillants, puisque nous achevons cette première période des ateliers cet après-midi. Et la semaine prochaine, même avec un webinaire sur la démarche qualité. Cet après-midi, nous nous retrouvons autour de l'équipe du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Seine-Saint-Denis, autour d'une présentation des outils mis à disposition du réseau culturel pour les programmations jeunes publics. Voilà, cette programmation des ateliers a démarré il y a un mois maintenant. Elle reprendra à partir du 15 septembre autour des appels à projets de l'Institut français. Je pense bien évidemment au plan d'aide aux formations locales et régionales. Je pense au fonds franco-allemand. Je pense au fonds démarche qualité, au fonds médiathèque 21e et bien d'autres encore. Donc, on reprendra cette programmation à partir du 15 septembre. La programmation des ateliers outils va être poursuivie donc cette semaine par une ouverture officielle des AIF, des ateliers en avant-première de la semaine d'ateliers thématiques qui nous réunira la semaine prochaine.
Donc, nous nous retrouvons pour l'ouverture vendredi à 14h heure Paris, autour de l'intervention de Michel Miraillet, directeur général de la mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du développement international, donc à 14h. Et son intervention, ainsi que celle du président de l'Institut français, du directeur général et des directrices et directeurs de l'Institut français, sera suivi par une présentation de la campagne mondiale digitale de promotion de l'apprentissage du français à 15h30. Voilà, je vous invite donc à vous inscrire sur la session d'ouverture en ligne, ainsi qu'à parcourir la programmation des ateliers thématiques de la semaine prochaine. Vous avez, en fonction des fuseaux horaires, plusieurs sessions d'ateliers qui sont répétées. Cette programmation donc s'étend du 20 au 24 juillet. Elle avait pour finalité d'échanger des réflexions autour des sujets majeurs d'évolution pour le réseau culturel. Voilà, l'essentiel des ateliers est en ligne désormais, et je vous invite donc à vous y inscrire. Pour le webinaire qui nous rassemble aujourd'hui, donc c'est une proposition du pôle Europe de l'Institut français dirigé par Anaïs Fontanel, et je lui laisserai le soin de présenter nos intervenantes et intervenants du jour, ainsi que le déroulé. Une dernière remarque pour nos nouveaux collègues qui rejoignent les webinaires. Donc je vois que certains et certaines d'entre vous se sont déjà emparés du chat. Je vous invite donc à recourir au chat pour vous poser vos questions tout au long de la session. Nos intervenantes et intervenants y répondront au cours de leur présentation, où on veillera en fin de session à passer en revue l'ensemble des questions afin d'y répondre. Voilà, donc on se retrouve pour 1h30 d'échange. Je vous retrouve moi en toute fin de parcours pour vous dire un mot de conclusion. Bon webinaire à toutes et à tous. À tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup Claire. Donc je suis la responsable du pôle Europe de l'Institut français. C'est le pôle qui coordonne les projets européens auxquels l'IF participe en tant que chef de file ou en tant que partenaire. Certains des projets européens que nous menons associent les postes, mais comme vous le savez sans doute, notre organisation ne nous permet pas un fonctionnement tel que celui que connaissent nos collègues du Goethe Institut, par exemple, avec une équipe à Bruxelles qui peut répondre à des appels pour le compte de tous les Goethe dans le monde. Donc, c'est une mission que nous ne pouvons pas remplir malheureusement, mais le dispositif d'accompagnement est différent, comme nous le verrons. Et malgré cela, nous souhaitons renforcer les passerelles entre les projets européens de l'IF et le réseau, mais aussi entre les projets européens que le réseau mène et l'IF. Et c'est dans cet esprit que nous vous proposons ce webinaire ce matin, avec d'abord une intervention du Relais Culture Europe, qui est le point de contact national du programme Europe Créatif en France, mais qui a aussi une mission plus large sur laquelle Pascal Brunet et Laurence Baronne pourront revenir, et avec lequel l'IF a une convention ancienne d'accompagnement du déploiement de notre stratégie européenne, et une convention qui, je pense, fonctionne plutôt bien, mais si on pourra en rediscuter. Donc Pascal et Laurence reviendront ce matin sur le contexte européen un peu particulier dans lequel on se trouve en ce moment, et les enjeux que ça peut représenter pour le réseau. Guillemette Madinier, en charge de l'accès au réseau, de l'accès du réseau au financement européen, je vais y arriver, basé au sein de la représentation permanente de la France auprès de l'UE à Bruxelles, nous présentera justement ce fameux dispositif d'accompagnement des postes mis en place par le ministère. Et enfin, Sébastien de Courtois, qui est directeur délégué de l'IF à Ankara, reviendra sur l'expérience développée par l'IF en Turquie ces dernières années autour de plusieurs projets européens. Donc, merci beaucoup à tous nos intervenants de ce matin. Et enfin, pour ceux qui ne la connaissaient pas encore, je vous présente Céline Baudin, qui a rejoint le pôle Europe de l'IF en janvier dernier. Donc, Céline va suivre plus particulièrement le chat pour pouvoir relayer vos questions. On prévoit donc un petit temps de questions à la fin de chaque intervention. Et bien sûr en fin de session. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Elles sont suivies, elles sont lues, et on essaiera d'y répondre à toutes. Voilà, donc encore une fois, merci beaucoup à tous nos intervenants, et je laisse la parole à Pascal et Laurence du Relais Culture Europe. Voilà, avec un micro, c'est mieux. Non, oui. Merci Anaïs, merci Claire.
Donc, nous nous sommes partagés la présentation avec peut-être quelques minutes sur le contexte général, et puis on va essayer d'être au plus précis. Mais le contexte culturel en Europe est effectivement particulier en ce moment, et il est bien évidemment particulier dans le monde. On est dans un moment tout à fait étrange où, sur l'UNESCO, 93% des musées ont été fermés dans le monde. 97% des théâtres ont été fermés, et nombre d'entre eux ne réouvriront pas. Hein, on pense à peu près 15 à 20% de ces lieux ne réouvriront pas. Alors l'Europe a une particularité de soutien public avec des grandes diversités, et c'est sûr que nous ne sommes pas dans les mêmes rapports au financement public de ces institutions que dans d'autres endroits du monde, mais nous sommes dans un moment de crise d'une profondeur et d'une longueur que nous n'avons jamais connue, et dont nous avons beaucoup de difficultés à imaginer la sortie. Ça, c'est, je pense, un des éléments du contexte européen, cette crise économique longue, profonde, bien évidemment de l'Europe, mais particulièrement du secteur. Le secteur culturel est identifié comme un des secteurs les plus touchés, tant au niveau de l'emploi qu'au niveau de la poursuite d'activités artistiques ou culturelles. L'autre contexte européen, c'est que dans cette crise, on va dire, les forces illibérales dans le monde progressent fort rapidement, et l'Europe n'est pas à l'abri de la progression de ces forces illibérales. Et vous avez là à peu près les deux éléments de ce qui peut structurer, en tout cas le rapport politique à la prochaine programmation, qui sont une crise, une évolution politique assez dangereuse, et comment répondre dans les années qui viennent. Alors, nous sommes dans un moment assez particulier, c'est que nous avons fini le cadre d'action, et cette crise, il faut y répondre avec un nouveau cadre d'action qui est en pleine négociation. Ce cadre d'action futur, normalement, doit être opérant à partir du 1er janvier 2021. Et ce qui explique un certain nombre de retards, on va dire, ou des fois de difficultés à percevoir quels vont être les éléments de réponse communautaire, tant sur ce plan économique que sur ce plan de société. Mais la négociation est assez dense. Alors, elle a été conduite avant la pandémie, stoppée pendant la pandémie, reprise avec des nouveaux constats issus de cette pandémie. Premier élément changeant, et vous suivez certainement l'actualité, une mise en accord, particulièrement sur quand même une mise en accord allemande et français sur installer un plan de relance européen ambitieux, ce qui n'était pas le cadre de négociation avant pandémie. Plan de relance ambitieux, puisqu'on parle, alors je ne sais pas si vous êtes familier des chiffres et des budgets européens, mais on parle de revoir le budget européen à la hausse, d'une part, pour 2021-2027, à près de 1 100 milliards d'euros. Et on parle également de la mise en œuvre d'un plan de relance de 750 milliards d'euros, financés sur emprunt. Bon, je passe sur les détails, qui sont des éléments politiques tout à fait importants, parce que c'est des choses sur lesquelles nous butions depuis pas mal d'années et qui se sont levées pour cette sortie de crise. Donc nous sommes dans un moment où on redéfinit le cadre d'action, on redéfinit le budget. Donc il faut se mettre d'accord sur le budget. Bon, ça, toujours, si vous suivez l'actualité, vous savez que c'est pas tout à fait facile. Pas facile puisqu'il y a des situations sont différentes déjà dans cette sortie de crise. Les pays du Sud, dont la France, ont été assez durement touchés. Hein. Le triangle Espagne, Italie, France a connu un fort impact de la crise sanitaire et donc de ses conséquences économiques. Et puis vous avez des États dits frugaux qui n'ont pas envie de voir tout à fait ces envolées budgétaires. Donc on est devant déjà une difficulté de négociation qui est à bien comprendre, parce que je crois que chacun a un rôle, et toute diplomatie a un rôle dans ces négociations. Expliquer, faire de la pédagogie, bien comprendre ce qui est en train de se passer, porter un discours européen non pas volontariste, mais bien
assez conscients que beaucoup d'éléments de réponse de la crise doivent être sur une échelle plus large que les échelles nationales, et que cette maîtrise du plan de relance, il faut en avoir quelques éléments. Alors, qu'est-ce qui est cherché dans le plan de relance? C'est d'un peu doper les programmes qui avaient commencé à être négociés avant la crise, on va y revenir, et puis de nouveaux moyens d'action seront répartis, en tout cas ce budget sera réparti sur la base de plans nationaux. Donc, dans les 27 aujourd'hui, chaque État travaille à la construction d'un plan national pour mobiliser ce plan de relance. Bon, en France, les régions, par exemple, sont aujourd'hui au travail pour faire remonter des éléments du plan de relance. Et puis, donc, une partie de ce plan de relance va venir, nous l'espérons, s'il y a accord, doper ou augmenter les programmes de l'Union tels qu'ils avaient été commencés, négociés. Alors, il y a plusieurs questions qu'il va falloir surveiller. Vraiment, les accords politiques, c'est en état. Mais les orientations qui vont être données à la future programmation en sont d'autres. La question qui était à peu près statuée, c'était, vous l'aviez sûrement aussi suivi, une forte orientation environnementale de notre action communautaire. Ce que a été un petit peu communiqué sous le terme de Green Deal, qui est vraiment ça c'est quand même une mutation assez longue, mais qui était dans les dernières années de négociation de plus en plus présente, l'idée qu'il y a en Europe un tournant tout à fait important à faire, et peut-être un tournant pour reprendre ou pour avoir une place dans la nouvelle distribution mondiale d'une économie en pointe sur les questions environnementales. Il est évident qu'il va falloir composer avec une situation de crise et cette orientation. Mais cette orientation est loin d'être abandonnée, puisqu'une des hypothèses de sortie de crise est bien de sortir de ces crises en répondant aux urgences de nos acteurs. Encore une fois, chiffre, je citais au tout début, donc bien avoir en conscience l'importance de la crise, mais d'en profiter ou d'affirmer à ce tournant de crise une orientation forte vers la décarbonation de notre économie, vers tout un ensemble d'enjeux climatiques et, on l'espère, assez largement environnementaux, c'est-à-dire peut-être aussi autour des diversités, diversité du vivant, diversité, vous voyez, avec des ponts à imaginer entre une politique culturelle et ces orientations. Première chose. Ce qui est dans la crise en train de se formuler, et donc il faudra que nous trouvions le moyen de vous informer régulièrement, c'est d'avoir des dispositifs qui ont un très fort rôle de résilience, pour prendre le terme qui circule beaucoup. C'est-à-dire comment l'ensemble des dispositifs sont redessinés pour réparer les traumas économiques, sociaux, culturels. Donc ce terme de résilience, c'est-à-dire de réparation, mais de dépassement, on va dire, est le terme qui va structurer beaucoup la réflexion. Alors on a déjà quelques petites idées, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on ne pourra pas faire cette résilience sans les citoyens. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire uniquement avec les entreprises. On ne pourra pas le faire en prenant l'ensemble des domaines de vie des citoyens. Quels vont être les dosages entre les actions? C'est tout l'enjeu des mois à venir. Une fois qu'on va avoir un peu acquis quelques bases budgétaires un peu plus claires, il va falloir faire ces dosages. Et dans un programme, dans tous les programmes, ces dosages on va dire, redémarrent dans la négociation, très fortement dans la principale politique de l'Union, qui est la politique structurelle, qui est la force de frappe de l'Union. Il y a deux grandes jambes qui sont la politique agricole et les fonds structurels. C'est vraiment des débats qui sont assez vifs. Dans les programmes que vous connaissiez ou que vous connaissez, on a beaucoup de questions. Donc on va prendre le triangle qui est plus naturel, et je laisserai à Laurence le fait de le préciser, mais dans le triangle les plus naturels, que nous connaissons plus naturellement dans le secteur culturel, qui sont le programme dit Culture, qui est le programme Europe Créative, mais tous les programmes d'éducation et les programmes de recherche
on voit bien évidemment ces discussions ou des éléments de négociation commencer à colorer, réorienter, infléchir les programmes. Là, la négociation, elle va avoir lieu dans les mois à venir. Donc une préparation, c'est-à-dire que ce qui nous attend dans les mois à venir, c'est à la fois bien comprendre où est-ce qu'on peut agir dans ces équilibres, faire en sorte qu'un programme comme Europe Créative apparaissent comme ayant bien un rôle à avoir dans cette résilience et cette inflexion, et qu'il faut peut-être le doter de moyens suffisants pour qu'il ait un réel rôle dans ces leviers-là. Mais c'est la même chose pour les programmes d'éducation ou les programmes de recherche. Voilà tout l'enjeu. Alors, comment ça va se passer? D'abord, des discussions budgétaires assez tendu. Normalement, nous attendons pour la fin du mois quand même quelques éléments de négociation. Alors, faut vraiment mesurer la hauteur de pas qui a été, la hauteur de marche qui a été traversée là. Que l'Allemagne soit un des leaders de l'idée d'une augmentation du budget communautaire par l'emprunt. Je ne sais pas si nous pouvons mesurer, ça paraît très technique, mais c'est un pas politique incroyable il y a encore quelques mois. Mais bon, négociations budgétaires, vous imaginez à 27 les tractations, des discussions difficiles. Vous n'avez pas que vous avez quand même quelques gouvernements assez eurosceptiques en ce moment en Europe. Donc il y a une difficulté pour trouver des objectifs financiers et des objectifs d'action communs. Et puis nous allons avoir en parallèle la finalisation, la reprise des négociations, puis la finalisation des négociations sur les programmes. Sur Europe Créative, je dirais aujourd'hui, on a un peu de tendance, on dirait, soit nous continuons vers un éparpillement assez grand du programme qui va vouloir être touche à tout, ou, et ça c'est valable pour tout programme, c'est-à-dire que quand il y a une crise, la difficulté de choisir les feux qu'on veut éteindre. Alors on peut dire il faut éteindre tous les feux et puis on va mettre un petit seau d'eau par feu, parce que ça c'est un moyen efficace. Et sur quelques objectifs qui vont être aussi liés aux choix techniques qui vont être opérés en Europe là, dans les mois à venir. Cette crise, elle est apparue dans un monde qui continue de se transformer. Donc nous avons les mêmes enjeux techniques de transformation des télécoms, d'accélération de l'arrivée de la 5G. Vous avez à peu près tout ceci. La crise nous donne quelques éléments. Alors, c'est des chiffres un peu français, mais pendant le confinement, on a dit que la culture était essentielle et a permis de traverser le confinement. Ça, je pense qu'on en est tous persuadés. Mais quelle culture? Ça, c'est une autre chose. Alors, on a mis beaucoup en avant toutes les initiatives qui ont été réelles. Je terminerai par là. C'est-à-dire qu'il y a un secteur culturel qui a pris conscience de toute la puissance du numérique. Nous, ici, par exemple, ça fait, je sais pas, 10 ans qu'on va parler numérique, air post-digital, etc. Donc, on avait quand même beaucoup de réunions, on avait beaucoup de sourires. Et là, on voit bien qu'il y a un changement d'importance. Il n'y a pas un musée qui n'a pas fait une visite virtuelle, il n'y a pas un théâtre qui n'a pas, ou une compagnie qui n'a pas imaginé des formes qui peuvent aller sur le numérique. Mais en même temps, les gagnants de la crise, c'est les plateformes américaines, soyons clairs. C'est pas les grandes progressions d'abonnés, ce sont les plateformes américaines. Donc ça situe, je crois, voilà, vous avez le dernier enjeu qui est réponse de crise environnementale et réponse de crise avec des enjeux mondiaux de circulation et de consommation culturelle. Le tout dans un plan de relance et dans la négociation de programme. Donc le programme est assez copieux. Et je crois qu'on reviendra sur le rôle de la diplomatie. Je crois qu'expliquer et être de se placer comme acteur européen conscient de ce qui doit être fait au niveau communautaire et de ce qui ne doit pas être fait au niveau communautaire, c'est certainement le grand enjeu de pédagogie de cette période de négociation
il nous faut absolument être clair sur ce qu'on ne doit plus faire au niveau communautaire. Ça, je pense qu'il ne faut pas avoir de pensée magique sur l'Europe, mais il faut aussi être très clair sur ce que nous devons mettre au niveau communautaire et sur lequel il faut nous engager dans la négociation et dans les projets. Mais peut-être, Laurence, plus précis, c'est grand. Moi, j'étais dévoué ce matin à donner les grands traits à toi. À faire les grands traits d'une négociation qui est en cours mais pas finie, changeante et restructurante. Je pense que ça va être un petit peu pareil sur les conséquences sur les projets, mais ce qu'on s'était dit aussi en préparant, c'est que ce que vient de présenter en fait Pascal, c'est que c'est aussi très concret après sur certainement une hauteur de marche et un changement de regard aussi sur comment on rentre en fait en coopération européenne aujourd'hui, et qu'on peut pas d'un côté avoir ces grands enjeux et se dire qu'après on aura des programmes et des projets en fait qui seront comme on l'a connu avant. La hauteur de marche, elle est la même en fait dans cette négociation et ce repositionnement et cette capacité en fait de se projeter en fait dans quelque chose qui est une relance, et dans la capacité d'en imaginer les modes de faire, les pratiques et les coopérations, et qu'on a en fait ce double enjeu, et que juste par rapport à ça, peut-être de voir quelques points en fait que ça va déplacer. Parce que bon, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que le programme Europe Créative, par exemple, avait mis résilience dans ses objectifs. Donc déjà, en fait, avant la crise sanitaire, tout le monde. Alors pareil, c'était pas que ça faisait sourire, mais il y avait quand même, il y avait quelque chose qui disait oui, encore un grand mot, etc. Et c'est vrai que maintenant, par contre, quand on le relit, on voit à peu près ce que ça veut dire. Et ce mot-là, en fait, il s'est quand même rempli d'un coup. Alors, sachant que ça bataille beaucoup sur Europe Créative, par exemple, c'était parti sur la résilience de la société. Là, on voit que ça va s'articuler, on ne sait pas encore comment, avec aussi la résilience des secteurs, puisqu'on a des secteurs qui, comme le disait Pascal, sont très fragilisés. On voit que, par exemple, dans un programme comme Erasmus, la question du rôle de la culture, en fait, dans le développement de la capacité aussi de résilience des professions des citoyens est plus que soutenue, parce qu'on a même là des nouveaux appels, en fait, qui vont sortir, que sur la question de la recherche aussi, cet embryon, en fait, de cluster culture qui travaillait sur des questions de transformation, de démocratie, va se renforcer et se renforce. Alors, à négocier après avec toujours les questions de santé, de Green Deal, donc voilà, toujours cette chose. Mais peut-être pour les points qui basculent, peut-être déjà tout simplement la nature des projets, c'est-à-dire que sur les précédents programmes, on avait déjà eu un saut, c'est-à-dire qu'on n'était plus du tout sur des projets en fait d'activités ponctuelles. Ce qui devait être cette programmation en temps normal était de pousser ça. Et là, c'est ce qui a sérieusement basculé. C'est-à-dire que la nature des projets aujourd'hui, c'est de se dire, par rapport à cette relance, qu'est-ce qu'on propose en fait dans un moment où il faut à la fois réorganiser et depuis longtemps, parce qu'il y a des changements structurels déjà antérieurs, des économies, des modes de faire, des modes d'accès, des modes de rapport au public, des modes de circulation, des modes de production de la diversité, des modes de rapport citoyens, dans un moment où tout est désorganisé et tout est à reconstruire. Donc on voit que la nature en fait des projets en fait eux-mêmes en fait bouge, puisque c'est de la capacité, là ce qu'on entend par projet maintenant de coopération, c'est très directement en fait des projets en fait qui essayent de générer, de proposer en fait des réponses ou en tout cas des embryons de redéfinition de par là où on peut partir, expérimenter et restructurer en fait quelque chose. Donc plus du tout un financement d'activités en fait ponctuelles. Ça pose aussi quelque part une autre entrée sur aussi on va dire le rôle des institutions publiques là-dedans. Et quand on dit institutions publiques, ça vaut pour la Commission, ça vaut pour le niveau national, ça vaut pour les collectivités, et par conséquent, ça vaut aussi pour l'Institut et le réseau. C'est-à-dire que là aussi, comme le disait Pascal aussi, c'est ces programmes-là, en fait, ils seront pas suffisants. C'est une très belle, c'est un grand effort en fait de relance et de réponse européenne.
Mais ce qu'on voyait déjà avant s'accentue aussi là. Est-ce qu'on est aussi capable à un moment donné de s'articuler en fait entre institutions aussi publiques et de se dire au lieu d'y aller en fait de manière séparée entre collectivités locales, entre diplomatie, entre les diplomaties elles-mêmes et aussi entre les autres acteurs, il y a quelque chose qui peut se faire d'une synergie et d'un rapport de rôle aussi. C'est peut-être pas d'y aller sur quelque chose qui est juste un projet de soutien à un moment donné à une activité en fait d'un membre du réseau ou d'un institut, mais déjà de se penser à plusieurs échelles. Il y a les instituts, il y a des programmes, il y a des choses régionales, il y a des choses plus larges, mais peut-être surtout dans la diversité des rôles et de voir que qu'est-ce que ça veut dire appuyer la restructuration dans un moment comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire soutenir les circulations quand justement quand même que ce soit physique ou digital? Si c'est physique, on voit que par définition en ce moment c'est difficile. Digital, comme on le voyait, les rapports de force ils sont pas toujours en faveur d'une circulation de diversité. Donc comment on fait en fait pour soutenir ça? Auprès d'acteurs qui sont dans des sociétés civiles elles-mêmes très fragilisées. On peut le voir en Europe, mais on peut le voir aussi plus largement si on prend aujourd'hui, par exemple, le cas du bassin méditerranéen, où je ne sais pas si, par exemple, quelqu'un d'entre nous autour qui écoute est au Liban, par exemple. On pourrait prendre bien d'autres cas. Cette tension politique, en fait, qu'évoquait Pascal, elle est très, très concrète aussi. Donc, on a vraiment ce point et se dire quel rôle? Un rôle d'animation, un rôle d'assemblier, un rôle de soutien à de la coopération. Est-ce que c'est être seulement dans les projets ou est-ce que c'est aussi faciliter en fait la mise en contact et la mise en relation des acteurs de chacun des territoires des postes avec un ensemble d'acteurs européens? C'est vraiment une question. Et troisième point, c'est aussi de se dire conséquemment de voir que ça va arriver aussi dans un moment où c'est pas facile pour les acteurs au sens professionnel aussi de faire ça. Un peu les clés en fait quand aujourd'hui on regarde ce qu'il y a un partenariat européen, le projet européen, déjà il y a la question du partenariat et monter aujourd'hui des partenariats c'est déjà pas facile même à l'échelle juste européenne. Alors, je sais pas si on prend sur l'ensemble du territoire mondial, c'est pas plus évident. Mais il y avait déjà des différentiels d'économie, des différentiels de possibilités aussi, d'accès à la mobilité, d'accès à des réseaux. Et là, ça va être encore plus ébranlé. Donc, cette nature d'aller mettre en lien et trouver des partenariats, pour les professionnels aujourd'hui, elle va être d'autant plus difficile dans ce contexte. On a, oui, certains pays qui ont un soutien public assez important, d'autres moins, laissant quand même les acteurs aussi un peu plus seuls face à leurs difficultés, si on peut le dire en euphémisme. C'est aussi que paradoxalement aussi dans ces programmes, il y a beaucoup de volonté de relance et beaucoup de volonté d'innovation, mais quelquefois quelques barrières à l'entrée aussi qui, en ce moment, tendent un peu la chose, comme des questions de capacité financière, par exemple. Donc, vous imaginez, pareil, là, sur des secteurs déjà fragilisés, ce que ça peut vouloir dire, et surtout, ça demande une capacité d'imagination assez forte. Donc aussi beaucoup d'endroits en fait où on va être en capacité aussi de trouver des espaces où on peut le faire. Dans un moment fragilisé, c'est pas facile non plus. Et là aussi, il y a un rôle aussi assez fort, au-delà même en fait de mettre en lien, de vraiment proposer des espaces où il y a cette opportunité dans un moment complètement tourneboulé où ça va très vite, où il y a besoin de réponses d'urgence. En même temps, faire quelque chose qui est très, très nécessaire, c'est prendre le temps et outiller, en fait, les personnes aussi pour qu'elles soient elles-mêmes en capacité de répondre à cette crise-là, ne serait-ce que de comprendre aussi ce qui est en train de se passer, ce qui n'est pas si évident quand on y pense.
Et du coup, dernier point, bah, c'est de se dire, ça demande peut-être un autre type de préparation et d'anticipation qui n'est pas seulement en fait d'anticiper la question des appels à propositions, mais vraiment de prendre ce changement structurel et de voir comment cette préparation elle-même en fait se pose aussi sur ce caractère plus structurant. Merci beaucoup, Laurence et Pascal. Ça fait une très belle transition pour Guillemette, à moins qu'il n'y ait des questions dans le chat, mais j'ai pas l'impression. Donc, c'est normal, c'est le matin. On est en train de. Enfin, c'est le matin pour l'Europe, pardon. Attention. Mais du coup, on va enchaîner directement avec Guillemette. Et n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Et sinon, on reprendra ça à la fin des interventions. Merci Anaïs. Merci Pascal et Laurence pour ce premier panorama du contexte dans lequel on évolue. Ce serait un peu plus pratico-pratique. Mais un premier point, c'est aussi de souligner que les projets européens, ce n'est pas que dans la zone Union européenne. C'est pas, il y a des instruments qui ont été mentionnés par Pascal et Laurence qui concernent les pays, la coopération intracommunautaire, donc notamment Europe créative, Erasmus+, ou les fonds structurels que vous connaissez sans doute. Mais il y a aussi des instruments de financement de l'action extérieure de l'Union européenne qui financent des projets de coopération culturelle. Donc Sébastien pourra en parler dans son intervention, parce que c'est les projets qui ont été mis en œuvre par l'Institut français de Turquie ont été financés via ce type de fonds. Donc il y a par exemple le Fonds européen de développement, que beaucoup d'entre vous connaissent sans doute, ou l'instrument européen pour le voisinage, ou l'instrument d'aide à la préadhésion pour les pays candidats. Donc, c'était juste pour rappeler que ça n'est pas les projets de coopération européenne ne sont pas réservés aux seuls postes dans les pays membres de l'Union européenne. Et pour souligner la diversité des différents programmes dans lesquels la culture peut être, enfin, les projets culturels peuvent être financés, qui peut être un peu compliqué à suivre dans la mesure où c'est difficile d'avoir un panorama exhaustif des opportunités de financement pour le réseau. Et c'est pour ça que le ministère a créé Mon Poste, qui est un poste de chargé de mission pour les instruments européens pour l'action culturelle extérieure, donc qui est financé par la DGM, la Direction Culture, Enseignement, Recherche et Réseau. Je suis rattachée du coup à la fois à la sous-direction Culture et Médias que vous connaissez tous, mais délocalisée à la RPE à Bruxelles pour être au plus près de l'action et des informations et des interlocuteurs à la Commission européenne et au Service européen d'action extérieure. Donc j'ai 3 grandes missions qui sont de faire de la veille sur les opportunités de financement qui peuvent être intéressantes pour le réseau et de vous les relayer, qui sont de vous accompagner dans le montage de vos projets en tant que vos besoins. Donc ça peut être de relire vos dossiers, ça peut être de répondre à vos questions, d'être la hotline pendant la phase de dépôt du projet. Et une 3e mission, c'est aussi de relayer l'information sur vos projets qui sont tous fantastiques aux interlocuteurs bruxellois pour améliorer la visibilité de ce que fait le réseau français en termes de projets européens. C'est un point sur lequel nos collègues du Goethe Institut, par exemple, ou anciennement du British Council, qui sont toujours nos collègues, mais qui sont dans une situation un peu différente, sont très forts. Ils arrivent très bien à valoriser les projets européens qui sont mis en place par leur réseau au niveau bruxellois. Et donc, je suis aussi là pour essayer de relayer l'information dans ce sens-là. Et puis après, alors ça c'est plus, ça vous concerne moins, mais donc je suis aussi en contact régulier avec le pôle Europe de l'Institut français pour essayer de articuler tout ce dispositif de la meilleure façon qui soit et de participer à ce genre d'événements comme les AIF ou le stage des nouveaux partants du ministère de la semaine dernière ou les réunions régionales de COCAC. J'essaye d'intervenir pour que
vous ayez bien en tête qu'il y ait ce dispositif d'accompagnement qui existe. Donc, n'hésitez pas à faire appel à moi. Je suis là au service du réseau. Je suis là pour ça. Peut-être aussi un point sur, comme l'ont dit Laurence et Pascal, je ne vais pas pouvoir rentrer tellement dans le détail des prochains, des tendances, des prochains programmes, parce que tout est un peu en suspens du fait des négociations. Le nouveau cadre financier pluriannuel devrait être opérationnel d'ici le 1er janvier 2021, si tout va bien, mais les exercices de programmation sont déjà en cours. Donc, je n'ai pas tellement d'informations à vous partager pour le moment, mais dès qu'on en aura, on vous les enverra. Mais un petit point peut-être sur les partenariats, qui est quelque chose que Laurence a souligné, c'est si vous avez un peu peur de vous lancer dans des projets financés par des financements de l'UE, parce que les procédures peuvent être un peu complexes, parce que ça peut être un peu impressionnant, parce que c'est des montages un peu particuliers, vous pouvez, pour vous mettre un peu le pied à l'étrier et pour vous renforcer vos partenariats avec vos homologues européens des autres instituts culturels ou vos partenaires locaux, vous pouvez faire des projets dans le cadre du Fonds culturel franco-allemand, dont Anaïs ou Céline pourra vous dire plus de détails, mais donc ça vous permet d'avoir une première expérience de coopération européenne. Et puis sinon, il y a aussi tout ce qui est disponible dans le cadre du réseau unique, qui sont aussi des financements qui sont un peu plus souples et de moins grande, le ticket d'entrée est plus petit. Vous pouvez financer des projets de moins grande ampleur et les procédures sont mises en place par le réseau unique, donc il n'y a pas toute la paperasserie dont la Commission européenne est si friande. Et donc, ça permet aussi de tester un peu des modes de fonctionnement en européen et de se faire un peu la main sur comment est-ce qu'on travaille en partenariat avec les Européens dans un pays tiers, avec les partenaires locaux. Et je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que Unique propose, parce qu'il y a eu un atelier qui a été fait la semaine dernière. Et donc, si vous voulez avoir tous les détails, vous pouvez ou regarder le replay ou vous nous contacter, Anaïs ou moi, on suit le réseau Unique, donc n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. Et pour finir sur les financements européens en tant que tels, peut-être juste un point d'attention que les instituts français en tant qu'établissements à autonomie financière sont bien éligibles au financement européen. La preuve en est l'Institut français d'Ankara. Alors, ça dépend un peu de certains programmes, il y a des interprétations un peu différentes, mais en tout cas, pour le programme Europe Créative et pour les instruments pour Erasmus+, et pour les instruments de l'action extérieure, vous êtes éligible, donc il ne faut pas vous arrêter à ce problème, à ce soi-disant problème juridique, parce qu'il y a des ND qui ont été circulés, donc si vous avez besoin de convaincre qui que ce soit au sein de l'ambassade, je peux vous réenvoyer les documents, mais il y a une interprétation qui dit que les EAF sont bien éligibles au projet européen. Et pour les alliances françaises, la question ne se pose pas parce qu'ils ont leur propre personnalité juridique, ça, c'est pas un problème. Et peut-être un dernier point sur le rapprochement avec certains interlocuteurs clés, et ça rejoint un peu ce que disaient Pascal et Laurence sur le positionnement des instituts français et du réseau dans cette perspective d'assemblier, de facilitateur des partenariats et de la structuration. C'est pour la zone UE de vous rapprocher des points de contact nationaux Europe Créative, donc l'équivalent du Relais Culture Europe, mais dans vos pays d'accueil, des agences nationales Erasmus et des autorités de gestion des fonds structurels, donc en général, c'est les régions, parce que si vous discutez avec elles, ça peut vous permettre de faire ce pont entre des partenaires français, des partenaires du pays dans lequel vous êtes, et de mieux connaître le fonctionnement de mieux connaître quelles sont les organisations qui se positionnent sur ce type de financement dans votre pays d'accueil, et donc de pouvoir aussi dans cette logique de développer des nouveaux partenariats
identifier des nouvelles organisations et où faire le lien et le relais entre des partenaires français qui cherchent des partenaires en République tchèque, par exemple. L'Institut français à Prague peut faciliter le lien avec des partenaires tchèques. Et pour la zone hors UE, et ça je crois que je le répète à chaque fois, mais je continue, il faut vraiment vous rapprocher des délégations de l'Union européenne qui sont dans l'obligation d'avoir un point focal sur la culture. Donc, il faut arriver à identifier qui est cette personne qui sera votre interlocuteur privilégié. Et en fait, les délégations de l'Union européenne ont quand même un rôle très important aussi en ce moment dans l'identification des priorités des futurs instruments, donc toute la programmation. La négociation sur les budgets a lieu en ce moment, mais en parallèle, il y a aussi tout un travail de ce qu'ils appellent la programmation, donc c'est l'identification des priorités de coopération avec tous les pays du monde. Et donc, les délégations, là, ont un vrai travail d'identification des secteurs avec lesquels il faut coopérer, des secteurs prioritaires pour la coopération européenne dans tel ou tel pays. Et donc, vous avez là un rôle à jouer aussi dans la discussion avec les délégations sur faire remonter les priorités pour le secteur culturel ou l'importance d'inclure la culture et le secteur culturel dans les priorités de coopération de l'Union européenne. Et au-delà de ça, il y a aussi des fonds, pour être plus dans le concret, il y a aussi des fonds, des délégations dont moi je ne vais pas forcément avoir conscience parce que c'est des enveloppes plus petites et qui passent directement des délégations qui ne sont pas forcément publiées sur les sites généraux bruxellois, mais qui vont être directement déboursées par la délégation. Et donc là, plus vous avez un contact avec la délégation de l'Union européenne, plus vous serez au courant de ce genre d'opportunités. Dans certains pays, les délégations ont confié des enveloppes financières à des instituts. Je pense à la Jordanie, par exemple, où l'Institut français en Jordanie est du coup en charge d'organiser un certain nombre d'événements culturels pour le compte de la délégation, mais avec rémunération à la clé. Donc ça peut être fait aussi dans d'autres pays, mais là, c'est vraiment quelque chose qui se passe directement entre vous et la délégation. Et moi, je peux vous appuyer, mais je n'aurai pas forcément toutes les informations en direct. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors justement, merci beaucoup Guillemette, comme je vois qu'il n'y a pas encore de questions, puisque c'est toujours le tour de chauffe, quelle que soit l'heure pour vous quand vous nous regardez. Je vais passer la parole directement à Sébastien de Courtois, qui est directeur délégué de l'IF à Ankara, justement pour donner peut-être cette illustration très concrète de tout ce qu'on vient de discuter, tout ce qu'on vient d'aborder là, comment tout ça peut se traduire très concrètement pour l'action du poste, puisque Sébastien, vous avez maintenant une expérience européenne bien confirmée qui s'est développée ces dernières années autour de plusieurs projets cofinancés par les institutions européennes, et qui a démarré notamment dans un cadre franco-allemand, donc ce qui, en tant que responsable du Fonds culturel franco-allemand, évidemment me réjouit. Bonjour, bonjour chers collègues, pardon. Merci beaucoup Anaïs pour cette présentation, merci Guillemette. Quelques mots peut-être sur l'Institut français de Turquie, voilà, pour le resituer à la fois dans la géographie. Donc c'est un institut en 3 antennes, Istanbul, Ankara et Izmir. Voilà. Alors moi je suis positionné à Ankara, donc à la direction déléguée de l'Institut français de Turquie dans ma 3e année de poste. Et c'est vrai que quand je suis arrivé, j'avais aucune expérience ni même expertise dans le domaine européen, à part des souvenirs de cours de droit européen quand j'étais encore à l'université. Donc tout ça pour vous dire que on peut y arriver. Voilà, c'est pas forcément toujours très facile, mais en ayant une vision claire et un soutien du poste, on peut aller assez vite dans la très très bonne direction. Si je parlais de la géographie, c'est pour situer un petit peu aussi la place de la Turquie. Je mentionne évidemment pas le contexte actuel, voilà, qui peut parfois être un peu tendu, mais nous sommes dans une comment dirais-je, une poussée de fond, voilà, qui
qui nous persuade encore plus que la culture et l'échange, toutes les passerelles, tous ces ponts qu'on peut nouer avec l'Union européenne, avec la France bien entendu, et ce pays peuvent être importants et finalement fonctionnent malgré les aléas de l'actualité qui ne nous concernent pas, bien entendu, dans notre action quotidienne. Alors, Guillemette a résumé en quelques phrases, je dois dire très bien ciselées, une succession de plans, de fonds, d'appels qui sont effectivement pas tellement évidents à décrypter dans un premier temps. Donc la Turquie est un pays dans une phase de pré-adhésion à l'Union européenne, donc quelques dates. Les négociations ont commencé en 2005. Bon, très peu de chapitres ont été clos depuis cette période, mais néanmoins le processus donc des fonds IPA continue. Nous avons estimé par un rapide calcul interne à quelques 8 milliards et demi à peu près de fonds depuis 2005 qui ont été versés à la Turquie. En termes de proportion, 36% de ces fonds vont vers la société civile. Et dans le cadre de ces fonds, alors la société civile dans toutes ses variantes bien entendu, et dans le cadre de ces fonds, on a aperçu il y a quelques années un fonds qui avait été décidé en 2014 et qui a été mis en application en 2018, ce qui nous montre aussi une notion de temporalité par rapport au calendrier européen, un fonds de dialogue interculturel, voilà, intercultural dialogue en anglais, qui est un fonds donc qui a été très ciblé sur les instituts culturels par le biais de UNIC, voilà, UNIC Global. Donc je ne vais pas revenir sur l'importance de ce réseau, mais c'est un réseau qui fonctionne plutôt bien et dans lequel je vous encourage véritablement à vous manifester, sinon à prendre la tête de ces clusters quand c'est possible pour vous. Donc des fonds, ce qui veut dire une veille. Ce qui veut dire une veille, donc c'est très important au niveau de votre institut, au niveau de votre antenne, en lien avec le poste, bien entendu, c'est très important de travailler tous ensemble, en lien effectivement avec notre chargé de mission à la représentation permanente à Bruxelles, d'être au courant de ces sorties, de ces appels, et surtout de ne pas en avoir peur. C'est vrai que dans une première approche peut-être assez rebutante, parce que c'est vrai que c'est une terminologie, un vocabulaire différent, une manière de procéder qui est très contraignante au niveau des budgets, au niveau même de la vision à long terme, parce qu'on vous demande de vous projeter en fin de projet avec ce qu'ils appellent des outputs, c'est-à-dire de chiffrer une visibilité, d'imaginer des résultats, mais qui sont finalement complètement fictifs en théorie, parce que vous ne savez pas comment finalement le projet va se faire. Mais c'est un exercice formidable de formation en interne pour vos équipes, parce que ça vous oblige effectivement à canaliser votre vision dans un cadre très précis qui est le cadre de ces appels européens. Alors, quelques dates pour commencer et quelques grands dossiers. Je parlais peut-être pendant une dizaine de minutes. En Turquie, on a 3 grands projets qui sont liés qu'ils ont un contexte européen, un contexte de partenariat européen. La notion de partenariat est très importante. Donc ça veut dire ça implique une notion de transparence et une notion de confiance avec les partenaires européens. Donc il faut les connaître, il faut se connaître et il faut avoir une habitude de se rencontrer, de s'inviter à des événements culturels, enfin voilà, de faire une vie de nos instituts, de les faire vivre et travailler ensemble lorsque cela est possible, bien entendu. Le contexte de l'environnement européen est très important. Un contexte aussi de volonté de faire des projets européens, des partenariats européens. Et là, c'est pas le petit, excusez-moi, entre guillemets, directeur délégué qui peut mener ça tout seul. Il faut d'abord, c'est très important, avoir le soutien et la vision du conseiller culturel, donc le COCAC. Je salue Éric Soulier qui, je crois,
nous écoutent ce matin. Et ensuite, ce projet doit être porté par le poste, c'est-à-dire l'ambassadeur lui-même. Il doit être non simplement informé, il doit être motivé, il doit être sur le terrain et à chaque rencontre pour des grands événements où nous nous plaçons sous son autorité, si bien entendu nous restons des EAF, comme tout le monde le sait. Voilà. Donc, un environnement ouvert au partenariat, ce qui est très important. Unique, global, très important de savoir ce qui se passe, c'est une source d'information. La délégation de l'Union européenne, comme l'a mentionné Guy Mett, pour les pays qui sont dans ces pays en voie de préadhésion. Bonne relation avec les collègues européens, je l'ai déjà mentionné. Bonne relation avec les partenaires locaux. Alors là, c'est très important parce que pour vos projets européens, vous allez vous engager. Je suis l'Institut français-Turquie à Ankara est lead applicante. Donc, il est leader sur ce projet européen dont je parle pour le moment, qui est un projet qui s'appelle Be Mobile Trade Together, être mobile et créer ensemble, qui est un projet de résidence croisée entre artistes européens et artistes turcs. Voilà, je reviendrai un petit peu plus dans le détail sur pratiquement comment ça fonctionne. Mais il est très important d'avoir un niveau de concertation à mon avis, très clair avec les partenaires locaux, parce que vous allez vous appuyer sur ces structures locales qui n'ont pas forcément elles-mêmes l'habitude de travailler sur des projets européens, même si effectivement le formalisme de tous ces projets se ressemble in fine beaucoup. Donc ça veut dire une inscription de budget dans le temps, une responsabilité et surtout un partage des tâches qui, on le voit effectivement avec le temps, peut apporter une certaine confusion ou une certaine lassitude parce que le pays qui est, en le cas, l'Institut français de Turquie, quand on est lead applicante, on fait la police. Voilà, on rappelle les normes, on embête tout le monde avec le respect des procédures, le respect des facturations. Enfin voilà. Donc on est dans un travail qui n'est pas forcément ingrat. Qui est pas forcément très agréable, qui peut même être parfois ingrat. Donc c'est un projet qui a commencé en 2018. C'est un projet qui nous a été amené par Unique Global. Hein. C'est quelqu'un qui, alors je suis le fondateur et le président actuellement du cluster d'Ankara pour Unique. Donc on a eu un contact, un échange direct assez régulier avec Bruxelles et on nous a informé, effectivement, nous avions reçu un courrier formel à l'époque, mais c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de choses, donc parfois c'est bien aussi d'avoir des rappels et c'est vrai que le rôle de Guillemette Madinier peut être important dans cette situation. Donc un rappel, une alerte et effectivement nous nous sommes plongés dans le projet en 2018. Alors, les grands temps, c'est une note d'intention. Donc, il faut bien lire, il faut bien identifier les partenaires. Cette note d'intention permet effectivement de cadrer le partenariat pour les mois ou les années à venir. Dans notre cas, il s'agit d'un projet de 18 mois, donc 1 an et demi. Note d'intention, ensuite une candidature. Alors là, vous rentrez dans le vif du sujet, la définition d'un budget. Après, il sera très difficile de modifier les lignes. La question des ressources humaines est particulièrement regardée de près. La question des missions aussi à l'étranger est particulièrement observée. La définition d'un cadre logic frame. Alors ça ne s'invente pas. Vous pouvez pas vous improviser créateur d'un cadre logique en quelques semaines parce que les rapports, le temps est très court entre l'acceptation de la note d'intention et la nécessité de remplir l'appel à candidature, qui souvent est en plein mois d'août. Voilà, on postule actuellement alors cette fois-ci pas comme leader, mais sur un autre projet européen avec nos collègues allemands. Et effectivement, ils ont découvert qu'il y avait une deadline au 21 août. Mais je leur laisse continuer leur joli voyage et nous serons heureux de les accompagner, mais voilà, en étant passagers cette fois-ci. Donc un cadre logique et encore une fois la définition des partenaires. Donc la définition des partenaires en Europe. Donc pour nous, comme c'est un projet de résidence d'artistes, le travail le plus intéressant a été finalement en amont d'identifier les lieux de résidence pour ces artistes que nous
voilà, que nous rêvions. Donc c'est la partie imagination, c'est la belle partie du projet où nous installons une vision. Donc ce sont des résidences en France, en Allemagne et aux Pays-Bas. Voilà, ce sont nos deux partenaires européens. En France, par exemple, ce sont la Cité internationale des arts, bien entendu, qui est incontournable et qui en plus a une tradition de partenariat avec la Turquie de longue date, avec la fondation IKCV, qui est cette grande fondation de culture présente à Istanbul. La fondation Camargo, pour ceux qui la connaissent, qui est à Cassis, qui est un excellent endroit, une résidence pluridisciplinaire, et une résidence plus portée vers le numérique, donc le Cube, qui est à Issy-les-Moulineaux. Voilà, donc nos 3 lieux de résidence. En tous, et donc même chose côté turc, identifier les bons partenaires. Donc j'ai mentionné déjà la fondation IKCV. Il faut faire attention aux partenaires locaux qui peuvent être amenés à ne pas partager un petit peu ce qui est perçu comme un gâteau. Voilà, ces fonds européens sont perçus souvent comme des fonds qu'on se partage et après on vit sur la bête pendant 1 an ou 2. Donc il faut faire très attention à ça parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de malentendus là-dessus. Donc ça vous oblige à trouver d'autres partenaires. Donc on est dans la notion de dialogue interculturel. Alors c'est évidemment entre l'Europe et la Turquie, comme je l'ai mentionné, mais ça peut être aussi à l'intérieur de votre pays. Donc en Turquie, par exemple, ça a été la nécessité de créer, sinon d'imposer, le côté policier de tout à l'heure, d'imposer un dialogue interculturel entre des institutions culturelles propres à votre pays qui ne se parlent pas. Peut-être pour des raisons historiques, peut-être pour des raisons de jalousie entre villes. Alors, pour la Turquie, c'est facile parce que c'est Istanbul d'un côté, la vieille capitale, et Ankara d'un autre côté, la nouvelle capitale. Voilà, donc Istanbul ne voulant pas entendre parler d'institutions culturelles à Ankara, et Ankara ne voulant pas, jalousant ces grandes institutions qui captent tout à Istanbul. Bon, donc d'identifier des bons partenaires avec lesquels vous allez travailler dans la durée. Je crois que c'est vraiment très important avant le cadre logique, avant le budget, de bien concevoir cette idée de partenariat dans la durée. Il faut bien s'entendre, il faut que ce soit clair depuis le début, surtout quand vous avez un partenaire aussi exigeant, et c'est une bonne chose que l'Institut Goethe dans votre partenaire. Voilà, on apprend les uns des autres, je dois dire. Donc, Guillemette a évoqué tout à l'heure la force de l'Institut Goethe pour ces partenariats européens. Elle est véritable parce que avant Guillemette que vous soyez en poste, on avait eu du mal justement à trouver des bons relais en termes de conseils. Et c'est vrai que les conseils nous sont venus du bureau de l'Institut Goethe à Paris. Voilà, et en plus en français. Donc je tiens à le préciser, mais voilà, nous apprenons, nous faisons des choses ensemble. La Turquie l'Institut français Turquie avait mené un projet européen 10 ans avant, donc en 2018-2019, pour les années croisées culturelles France-Turquie qui avait marqué l'époque. Vous vous souvenez peut-être de cette exposition qui avait eu lieu au Grand Palais. Voilà, donc depuis 10 ans, on avait perdu un petit peu le savoir-faire, mais on avait récupéré les dossiers de l'époque qui nous avaient accompagnés. Voilà. J'ai évoqué les grandes lignes. Ce qui est important, c'est que pour un institut, c'est la question que vous me posiez, Anaïs, tout à l'heure, lorsqu'on préparait cet entretien. Qu'est-ce que ça nous apporte, en fait, là, un institut français de Turquie ou d'ailleurs, ces projets européens, parce que c'est énormément de travail, mais c'est beaucoup de reconnaissance, en fait. C'est beaucoup de satisfaction après l'avoir mené. Là, on est en fin de projet. Sur ce projet d'échange de résidence universitaire, de résidence d'artistes, pardon. Et tout simplement, on va recevoir un livre la semaine prochaine. On a eu un webinaire avec ces 30 artistes qui ont pu voyager, heureusement, à 80% avant le mois de février-mars. Donc, on a eu beaucoup de chance par rapport à la crise du Covid. Le grand bonheur, c'est de voir que ces artistes turcs ont pu venir en France, et ces artistes européens ont pu venir en Turquie, découvrir ce pays, parfois avec des a priori. Donc, on les a encouragés. Pour vous donner un exemple du succès, on a eu un appel à projet. Il y a eu 16 lieux de résidence en tout, 30 artistes, 16 lieux de résidence entre les deux
continents, allez, soyons fous, entre les deux, reliés par plusieurs ponts. Et on a eu notre appel à candidature, donc, qui était un premier appel, et qui sera le seul, en tout cas, pour le moment, de cette dénomination. Nous avons reçu 613 dossiers, ce qui est plutôt un très bon score, d'après ce que m'ont dit les spécialistes des résidences croisées, et tous de très, très, très bonne qualité. Voilà. Donc, on a été très heureux, ce qui montre encore une fois que la culture est un sujet important. Alors, j'ai mentionné l'effet externe. Voilà, projet européen, effet de levier. On accède à des financements importants par rapport à nos propres budgets. Le budget dont je parle est de 560 000 €. Alors, il ne faut pas hésiter à valoriser vos propres ressources, hein, en termes de ressources humaines, bien entendu. Et c'est là où c'est important, c'est-à-dire qu'il y a un effet interne, une espèce de catharsis très importante en interne sur ce projet, parce que tout le monde est obligé de mettre un peu la main à la pâte. Et c'est là où vraiment je peux répondre après à des questions et surtout à vous répondre par courrier électronique dans la suite si vous avez des projets en cours. C'est-à-dire qu'il faut impliquer tout le monde. Donc, je mentionnais notre conseiller culturel, je mentionnais notre ambassadeur. Ça, c'est plutôt à des niveaux politiques, à des niveaux diplomatiques, mais c'est très important de se sentir soutenu. C'est là le concept, l'idée, l'imagination, et après, il faut mettre le projet en place. Les partenaires, ça c'est déjà vu. En interne, qu'est-ce qui se passe? Il faut mettre dans la boucle, dès le début, le secrétariat général de votre institut, l'agent comptable, surtout, de prendre le temps de bien expliquer. Voilà, beaucoup de pédagogie, beaucoup de planification. Les agents comptables, voilà, sont pas très enthousiastes à l'origine, au départ, disons, pour partir dans ce genre d'aventure, mais on arrive, et c'est un très bon exercice d'ailleurs, d'intégrer en fait leur propre réflexion, donc leur relation avec leur autorité de tutelle, et nous, ça nous oblige évidemment à nous intégrer, parce que ces fonds, quand vous êtes pays leaders, vont être versés directement sur le compte bancaire de l'institut en question. Voilà. Alors la première question, c'est est-ce qu'on garde un compte en euros pour les gens qui ne sont pas dans la zone euro? Est-ce qu'on le met en monnaie locale? Les questions de TVA. Voilà. Donc ça, c'est les premiers tunnels que vous allez avoir. Et là, Guillemette est absolument équipée pour vous répondre. Le secrétariat général, l'agent comptable, le VI, si vous avez la chance d'en avoir un. Donc nous, on a un VI qui est orienté innovation et société civile. Donc je salue Pierrick Rumel et Alexis Lefebvre qui ont beaucoup travaillé sur ce projet et sans lesquels, en fait, vous ne pouvez pas avancer. Voilà, ce sont véritablement les VI ou un stagiaire. Et pour la question du cadre logique dont je parlais tout à l'heure, on a eu la chance d'avoir un stagiaire qui avait justement étudié le cadre logique dans son année de Sciences Po avant de venir chez nous. Voilà. Donc, il a consulté son professeur et après, on a fait un travail d'échange avec l'Institut Goethe et la représentation à la délégation de l'Union européenne. Voilà. Je termine là-dessus sur ce premier projet européen. J'en ai deux. Est-ce que je peux prendre 5 minutes encore, Anaïs? Oui. Voilà. Alors je prends 5 minutes pour compléter un petit peu cet environnement européen qui me semble important. On a un projet aussi qui a été lancé en 2017 et très souvent ce sont les mêmes partenaires en fait. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas hésiter à avoir plusieurs projets en même temps, que ce soit au niveau de votre antenne ou au niveau voilà, du fonds franco-allemand qui nous a aidé à implémenter la microfolie par exemple en Turquie. Je rappelle que l'Institut français de Turquie a été le premier pays hors de France à développer une microfolie, à Izmir, Ankara et récemment à Diyarbakır dans le sud-est de la Turquie. Donc ça, c'est le fonds franco-allemand qui nous a permis de le faire. Et avec nos collègues allemands, nos collègues suédois et néerlandais, on a créé en 2017 un espace collaboratif de travail européen qui s'appelle Spaces of Culture, lieu de culture. Vous connaissez peut-être une association une fondation qui s'appelle Anadolu Culture et quelqu'un qui s'appelle Osman Kavala.
voilà, qui est un mécène et un intellectuel turc qui est toujours en prison depuis 3 ans et qui avait eu cette vision avec nous d'ailleurs et nos collègues allemands à l'époque, d'apporter de la culture en Turquie dans les zones où il n'y avait pas d'accès à la culture. Donc c'est essentiellement le sud et le sud-est de la Turquie, des zones comme Gaziantep et Diyarbakır. Donc on est à la fois sur des problématiques de réfugiés, de populations déplacées, et de lieux culturels qui n'ont pas accès à des financements publics. Donc là, on utilise un autre outil de financement et de collaboration qui est le programme 209. Alors, je ne vais pas rentrer dans les techniques budgétaires, mais c'est un programme donc ce sont des fonds qui viennent du ministère directement et qui sont gérés souvent par le SCAC ou par l'IF si c'est faisable. Donc ce sont des fonds qui sont destinés à la société civile et qui nous permettent justement d'apporter des financements, donc notre quote-part à ce projet, ce consortium européen, donc avec ces 4 partenaires. Voilà. Donc on met tous un peu d'argent au pot, les Allemands mettant un peu plus que nous, et nous, voilà, on apporte des idées, un peu plus d'innovation parfois et c'est là où le partenariat et la confiance est importante, parce qu'il ne faut pas donner l'impression qu'un partenaire est plus important que l'autre, mais voilà, on arrive à apporter nos idées et à influencer ce grand projet. Donc un projet Spaces of Culture depuis 2017, donc jusqu'à nos jours. Donc on est en 4e année de réalisation, et c'est un projet qui est de plusieurs centaines de milliers d'euros sur des périodes triennales. Voilà. Ce projet sera complété d'un autre projet européen qui s'appelle Culture civique, qui est dans une autre catégorie. Donc, ce n'est pas les fonds de dialogue interculturel, mais voilà, c'est une autre facette. Et ce projet, donc là, nous sommes passagers, nous sommes co-applicantes et nous apportons notre expertise pour la société civile, par exemple, et nous allons négocier un temps plein pour porter et pour nous accompagner aussi pour nos projets de société civile. Voilà, c'est important que tout le monde s'y retrouve. Et je terminerai sur ce dernier petit projet qui montre un petit peu aussi la diversité de nos actions, qui est un projet qui nous a été apporté par une société de conseil français, Sofreco, que vous connaissez certainement, donc qui est leader sur un projet qui est lié avec la Turquie. C'est un projet qui doit fournir des services d'assistance technique pour la ville de Kars et la préservation de son identité historique. Alors, la ville de Kars est une ville au nord-est de la Turquie, à la frontière géorgienne et arménienne. Alors là, nous apportons à cette société une caution par rapport à la légitimité de ce projet. C'est une société qui a déjà travaillé avec un IF à Séoul, je crois. Et là, nous apporterons donc dans ce cadre de coopération une expertise technique. Donc concrètement, ça nous permettra de faire venir des gens, des experts en lien avec les universités, en lien avec les spécialistes du patrimoine. Nous avons placé encore la microfolie au cœur de ce sujet, justement. Et la réflexion qu'on se pose par rapport à la microfolie, vous devez certainement la voir aussi dans vos antennes, dans vos instituts, c'est comment intégrer aussi du patrimoine local dans cette base de données qui concerne essentiellement du patrimoine français et allemand pour le moment. Et donc, on a un partenariat, on a un projet, voilà, avec le musée de Topkapı à Istanbul et peut-être cette ville de Kars pour diversifier cette base de données et ces collections de la microfolie. Voilà. Je crois qu'on peut parler d'effet de boule de neige, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez commencer ou continuer justement à découvrir ce monde des projets européens, après vous allez vous dire, voilà, c'est le premier qui est le plus difficile, et après c'est exactement la même chose, les mêmes process, donc il faut continuer et persévérer. Merci. Merci beaucoup Sébastien. Je pense qu'effectivement là vous avez abordé plusieurs points qui sont essentiels au développement de ces projets européens pour le réseau. C'est à savoir que si on ne le fait que avec un objectif financier, je pense qu'on se trompe, parce qu'effectivement, et le témoignage de Fabien Montilly dans le chat, je pense atteste ça aussi. Si on ne le fait que pour cet objectif financier,
clairement, on rentre pas dans ses frais, quoi. Donc, il faut que ça serve des objectifs autres. Il y a un objectif financier, évidemment. L'idée n'est pas non plus de perdre de l'argent, mais il y a la notion de... C'est une notion, et disons qu'il ne faut pas réduire les projets à cette dimension-là parce qu'effectivement, on s'épuise rapidement là-dedans. Alors que si, comme vous l'avez également souligné, ce sont des projets qui sont très structurants, à la fois en interne et en termes de partenariat. Et donc, si cette structuration sert le projet plus globalement de l'IF localement, c'est là où les projets européens peuvent devenir intéressants. Et là où je vous rejoins également complètement, c'est sur l'effet boule de neige. Je confirme, le plus dur, c'est d'obtenir le premier projet. Le premier projet n'est pas facile, clairement. On ne va pas se mentir. Mais le premier projet en amène d'autres, vous fait connaître et conforte le positionnement européen de l'Institut français ou de l'Alliance française localement, qui n'est pas nécessairement toujours connu comme ça de la part à la fois des partenaires locaux et des autres partenaires européens présents sur place, la délégation comprise. Donc, c'est vrai que ce premier projet, il participe à une formation en interne qui est nécessaire pour tout le monde et qui concerne généralement tous les services. On a la même chose au niveau de l'Institut français Paris. C'est une mobilisation qui doit être collective. Mais une fois que cette formation en interne elle est faite, les autres projets apparaissent beaucoup plus simples. Et surtout, on est déjà identifié et repéré comme, et donc on les obtient aussi plus facilement. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas nécessairement se décourager après une première expérience ou un premier échec, parce que là, vous avez eu aussi, vous, la chance de déposer et de remporter immédiatement. Ça peut arriver qu'il faille plusieurs dépôts avant d'obtenir un projet, ce qui est évidemment qui peut être décourageant parce que le travail de dépôt est un travail qui est énorme. Déjà, c'est un projet en soi de déposer. Donc ça peut être assez décourageant, mais c'est malheureusement très classique et c'est là aussi où c'est l'enjeu de comment est-ce qu'on est perçu et comment on se positionne. Et là-dessus, voilà, une première expérience négative ne veut pas forcément dire que vous allez dans la mauvaise direction. Et puis sur les partenariats, là, je vous rejoins aussi complètement. Le rôle de chef de file est pas le rôle le plus facile. Donc c'est là où, pour en revenir à ce que Pascal et Laurence présentaient en début de webinaire, il y a vraiment la question de se poser sur où est-ce que vous êtes. Votre rôle peut être le plus juste dans l'écosystème. Est-ce que c'est en tant que chef de file, est-ce que c'est en tant que partenaire ou est-ce que c'est en tant que facilitateur? Parce que c'est vrai que le rôle de chef de file, il est difficile et c'est un rôle à inventer aussi pour un institut français qui n'est pas forcément dans cette position-là. Et là, je parle en incluant aussi l'Institut français à Paris. Coordonner un groupe de 5, 6, 10 partenaires, c'est un métier et c'est quelque chose qui est assez différent de ce qu'on mène au quotidien d'habitude. Et puis, ce que je retiens aussi de votre intervention, c'est que la technique de réponse au projet, de cadre logique, etc., c'est une technique qui est très particulière, qui là aussi est différente de ce à quoi on a l'habitude, mais qui n'est pas forcément la partie non plus la plus difficile. Parce que il y a Guillemette, il y a le Pôle Europe de l'Institut français, il y a le Relais Culture Europe qui peuvent vraiment vous accompagner là sur ces volets plus techniques. Le plus difficile et ce sur quoi il est plus compliqué d'avoir un soutien, c'est sur ce que vous pouvez maîtriser au niveau local, à savoir le partenariat. Identifier les bonnes personnes avec lesquelles s'engager sur un temps long, bien mesurer les risques pour tout le monde, parce que quand on s'engage sur un projet qui dure 4 ans, on voit bien là avec ce qui s'est passé depuis les derniers mois que en 4 ans, il peut se passer beaucoup de choses et l'environnement de travail peut être très différent. Et en poste, il y a aussi le turnover des personnels qui font que la personne qui dépose le projet n'est pas forcément celle qui est là pour le conclure. Et que ça, c'est des choses qu'il faut aussi pouvoir anticiper pour s'assurer qu'il n'y a pas de perte en ligne et que, à la fois en interne d'un institut français ou d'une alliance, mais aussi en termes de partenariat.
Il y avait une question qui était posée dans le chat et que je poserai bien à nos collègues, à Pascal et Laurence du Relais Culture Europe. C'est sur la place du numérique, justement, dans les futurs appels ou dans les projets européens qu'on peut imaginer. C'est quelque chose qui était déjà très présent ces dernières années. C'est en train de prendre une tournure qui ne va faire que renforcer. La question maintenant, c'est comment est-ce qu'on s'en saisit pour que ce soit pas juste accessoire, que ce soit pas ce qu'on entend souvent sur les candidatures de projets européens, c'est il suffirait de maîtriser un certain vocable, de placer les bons mots-clés aux bons endroits pour faire en sorte que le projet soit retenu. Je pense que l'expérience de Sébastien témoigne que ça ne se joue pas tout à fait à ce niveau-là. Et sur le numérique, c'est un peu ce qu'on entendait aussi souvent sur il faut placer du numérique un peu partout. Voilà, je vous poserai bien la question de comment est-ce que vous voyez ça pour que justement ce soit une prise en compte du numérique qui soit utile et pas simplement accessoire, paillette sur une candidature. Oui, on peut qu'insister sur le fait que c'est un retour son là qui voilà, bon. On peut qu'insister sur le fait qu'il faut un bon partenaire. C'est très désagréable. J'ai un retour son qui est mauvais. Si les micros peuvent être peut-être Laurence, si tu peux couper peut-être ton micro. Non, il est coupé. Oui, bon. Oui, voilà, ça marche. On peut qu'insister qu'il faut un bon partenariat et des bonnes idées. Le programme européen est de plus en plus un programme où les programmes essaient d'identifier des projets qui vont être assez leviers dans les transformations, qui vont être, alors on va finalement mobiliser des mots qu'on entend beaucoup, comme innovants, mais qui vont être des programmes qui permettent d'avancer sur les transformations que nous avons à faire ensemble, collectivement. Alors, d'ores et déjà, c'est bien de se dire que quand même en France, parce qu'on aime bien un petit peu se flageller, les acteurs culturels français, qu'ils soient dans des partenariats uniquement intra-européens ou des partenariats plus larges, sont les premiers pays bénéficiaires. Nous sommes le premier bénéficiaire de beaucoup de programmes pour la culture, dont le programme Europe Créative, et très très largement. Ce n'est pas une petite compétition que nous aurions avec nos amis allemands ou anglais. On ne peut pas le dire comme ça, mais bon, on a vraiment une très très large avance et nous sommes un pays qui a une très bonne ingénierie de ce côté-là. Et ce qu'il faut relever dans cette progression, c'est que ce sont de plus en plus de projets très innovants. Ce ne sont pas des habillages, pour reprendre les mots qui courent, ce sont vraiment des projets qui posent des hypothèses fortes de mutation artistique et culturelle. Et sur les questions numériques, on est là. Il ne s'agit pas de mettre un peu de numérique. C'est que nous sommes devant des basculements maintenant anciens. C'est-à-dire que nous ne sommes plus devant les projets qui habilleraient un peu de numérique. C'est que les basculements sont faits et des basculements nouveaux sont à faire que nous ne maîtrisons pas complètement. Par exemple, on voit cette année des projets qui s'attachent aux questions de circulation monétaire, par exemple. Comment le numérique est en train de rebattre les cartes de l'économie et des échanges économiques et que le secteur culturel n'y échappe pas. On va payer, échanger, coopérer dans des systèmes monétaires nouveaux. Alors, par exemple, on a des transformations dans comment l'argent circule ou comment non pas l'argent, mais la rémunération circule de manière différente dans des groupes de coopération artistique, par exemple. C'est pas le problème, le danger, je crois, sur le numérique, ce serait de voir que la question de la diffusion, parce que la crise a beaucoup mis en avant la question de la diffusion. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que, parfois, nous avions besoin d'investir ces circuits de diffusion. Alors, on va y répondre, je crains, de manière un peu traditionnelle, par diffusion, contenu égale production. Voilà. Et donc, on va avoir une tentation de se dire, non, oui, on a négligé la production numérique et on va tous aller de notre documentaire, de contenu numérique. Le problème aujourd'hui, c'est bien l'ensemble des ruptures que le numérique est en train de... la nouvelle phase, donc je pense, circulation, mode de création
mode de fabrication, à un moment où les questions de mobilité vont être profondément remises en examen. On voit bien qu'on ne va pas bouger de la même façon. On ne va pas bouger de la même façon dans l'immédiat et à court terme pour des raisons sanitaires, mais ce qui va basculer, bascule. On ne va pas revenir à des modes de circulation qui ne vont pas intégrer un certain nombre d'enjeux écologiques dans lequel le numérique, sur ces questions de mobilité, il y a tout à inventer. C'est quoi une résidence aujourd'hui qui est une résidence à distance? C'est quoi une télérésidence, par exemple? Alors, on voit des acteurs qui sont en train de poser ces questions-là, qui sont en train de se dire, oui, peut-être le fait d'avoir l'existence du présentiel, où il faut beaucoup d'avions, beaucoup de présence, peut-être il y a des façons de travailler différentes. C'est quoi une exposition qui aujourd'hui réfléchit au mode de production même de la manifestation? Pas simplement que le mode de production des œuvres, ça c'est déjà un petit peu engagé. Mais on voit bien qu'il y a des contradictions des fois. Je ne sais pas si vous avez vu cette œuvre sur le réchauffement climatique à base de glaciers ou de morceaux de glacier qui est transporté par avion. C'est bon, un peu... On voit bien qu'il y a quelques réflexions sur la production des œuvres, mais sur la production des événements eux-mêmes. Il y a des événements dont on arrive à un moment de question. Prenons les grands événements comme la Biennale de Venise. Faites le bilan carbone de la Biennale de Venise, puisque ça ne fonctionne que par même une audience qui utilise même beaucoup de carbone. Donc on est devant comme ça des réflexions. On voit beaucoup les commissaires d'exposition en train de profondément réfléchir à ces mutations-là. C'est par là qu'il faut aller regarder la question du numérique. C'est pas savoir si on va mettre en ligne les contenus qu'on fait. Je crois que ça, c'était il y a quelques années. Je pense qu'aujourd'hui, on est à un autre endroit qui est de vraiment se dire qu'est-ce qui a changé dans le mode de travail, dans le mode de production. Alors, j'ai pris quelques exemples dans le monde des arts plastiques, mais on peut prendre dans le spectacle vivant tout autant. On peut le prendre dans le monde des musées de façon très active. Je pense que c'est un des secteurs où il y a le plus d'expérience déjà, d'expérimentation. C'est un secteur très innovant qui se pose la question aussi de la pérennité des œuvres. Alors, ça ne se pose pas que dans le musée, mais ça se pose un peu de manière assez forte dans le musée, qui est dans cette réflexion sur les modes de production, comment on fait vivre les œuvres sur des durées différentes. Ça, c'est un grand enjeu du monde artistique. Alors, spectacle vivant, on en est des fois dans une caricature où on fait des œuvres qui demandent plusieurs mois de travail pour exister. On attend 10 fois, et même certaines moins que ça. Et comment on rentre dans une réflexion sur la pérennité, la longueur, la durabilité des œuvres. Ça, vous avez pas mal de réflexions. Par exemple, prenez... pas mal d'acteurs français qui sont assez importants, assez en avance sur ça, sur comment aujourd'hui la question environnementale, c'est aussi faire durer nos œuvres, regarder les archives, penser local, penser un local articulé avec l'international, penser la résidence autrement, penser la mobilité autrement. C'est ça l'enjeu du numérique. C'est pas la 5G. Et le frigo connecté, comme on aime bien dénoncer. Ça, c'est les outils techniques qui vont accélérer la densité des réseaux, accentuer le maillage. Mais bon, ça nous fait basculer vers d'autres choses. Et c'est ça dont il faut regarder. Alors, si on prend, par exemple, je dirais, dans Europe Créative aujourd'hui, tous les projets sont dans ces enjeux numériques. Et aucun n'a comme objet un objet numérique. C'est-à-dire qu'à la fois, le numérique, il est un peu maintenant partout et doit être dans toutes nos pratiques et dans la réponse à toutes nos questions économiques, de production, je me répète, mais c'est pour vraiment insister. On n'a pas besoin de projet numérique tellement. On a besoin d'avoir du numérique partout et du numérique innovant, et pas de la reproduction. Puis l'autre enjeu, et qui peut être moins dans les mains des postes, mais qui est important à avoir, parce que les postes, je crois, ont un rôle de médiation tout à fait important avec les professionnels, c'est l'enjeu des plateformes de diffusion. Alors ça, c'est pas d'un poste qu'on va inventer une plateforme de diffusion, on est d'accord. Mais on est devant une nouvelle ère des plateformes de diffusion, qui seront moins centralisées,
genre Netflix, hein, pour être voilà, et qui seront plus des groupements locaux de plateformes interconnectées. Alors, ça peut paraître un peu technique, mais c'est là où ça va se jouer, c'est-à-dire des groupes locaux qui sont capables de mobiliser, produire, mutualiser, coopérer au niveau local de la production qui va être mise en ligne, pour être un peu par d'interconnexion de ces groupes. Voilà. Donc il y a vraiment à repérer, et peut-être même avec les autres diplomaties localement, comment peuvent générer ces... alors il y a des mots qu'on ne peut plus employer, mais bon, il y a quelques temps on employait ces clusters, voilà, mais maintenant on va prendre un autre mot, hein, ces groupements locaux, hein, ces groupes locaux de coopération, et il faut vraiment, je crois vraiment voir ce qui est en train de se passer. C'est l'image du réseau, mais l'image la plus intéressante à mobiliser pour représenter un peu ce qui est en train de se passer, de ces groupes-là de coopération qui sont capables après de poser les bases, coopérer avec d'autres, accéder aux marchés internationaux, accéder aux diffusions internationales. Alors c'est intéressant, il y a des acteurs français ou franco-allemands tout à fait importants. Il faut savoir qu'on a besoin de coopérer avec nos collègues allemands qui sont très très en avance sur ces questions-là, beaucoup plus que nous le sommes. Et je ne parle pas là de diplomatie, là je parle vraiment des secteurs culturels. L'Allemagne a beaucoup investi dans le numérique, c'est le premier investisseur du numérique. Alors si vous êtes intéressé par les grands débats du numérique, c'est très souvent des événements dans lesquels nous nous rendons. Et là, je crois, dans les acteurs franco-allemands ou les acteurs qui ont intérêt à développer, à reposer sur ces expériences-là, bon, on va citer, je sais pas, moi, Arte, il y a pas mal de choses qui sont déjà en germe dans les modes de production différents, des modes de réflexion sur la traduction, par exemple. Comment là, nous avons peut-être des outils qui nous permettent de poser le multilinguisme dans une toute autre direction. Vraiment, réellement un multilinguisme. Comment ça va nous poser des questions importantes d'autorat, de communauté, mais on a là un outil, c'est pas vrai qu'il faut le regarder. Voilà. Ça passionne le numérique comme je... Mais bon, je pense qu'il faut le regarder par là. Pas un habillage, pas des projets qui sont déjà existants, mais bien essayer d'avoir les bonnes entrées exploratoires. C'est plutôt là qu'il faut regarder. Merci beaucoup, Pascal. Comme je vois qu'il n'y a pas forcément d'autres questions dans le chat, moi j'avais peut-être une dernière question, parce que Sébastien, vous évoquiez effectivement la question de la temporalité, et ça revient un peu à ce qu'on disait aussi en début de webinaire, c'est qu'il y a des grandes négociations pour un cadre budgétaire qui est très long, qui démarre donc, qui sont là en cours, pour des projets qui seront mis en place peut-être dans 5 ans, quoi. Donc c'est vrai que c'est des temporalités qui sont parfois très difficiles à gérer, parce que après vous, localement, vous avez des projets, vous avez des ambitions. Donc là, ma question, c'était peut-être plus pour Guillemette. Comment est-ce que tu peux peut-être revenir un peu sur comment tu informes les postes, comment tu les aides à anticiper ces grandes échéances-là, et pour voir comment est-ce qu'on continue après ce webinaire? Oui, alors dans l'idée, moi je fais de la veille sur les appels à projets, les appels d'offres, les appels à propositions qui peuvent sortir. Et donc, quand il y a quelque chose qui sort et qui peut être intéressant pour les postes, je vous envoie une alerte par mail. Quand c'est des programmes un peu plus conséquents, je les envoie par MD pour être sûr que toutes les zones soient bien informées. Après, je vous appelle, je fais tout le suivi pour être sûr que vous ayez bien l'information. Ce que j'essaye aussi de faire au moment où alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails de la procédure de décision intra-européenne sur comment les fonds sont engagés, mais j'essaye, autant que le faire se peut, de vous prévenir quand on a l'information sur un programme qui est validé en termes d'engagement financier, mais dont l'appel à proposition n'a pas encore été publié. Il y a plusieurs étapes dans la prise de décision européenne avant qu'un appel à proposition soit vraiment publié. Et du fait de ma localisation au sein de la RPUE, je peux avoir des informations sur des programmes avant qu'ils ne soient vraiment publiés. Donc ça, j'essaye aussi de vous en informer, parce que ça vous permet d'avoir un peu les informations et le cadre des programmes avant qu'ils soient sur la place publique, pour vous permettre d'anticiper autant que possible.
Donc je fais ça. Et puis là, on a aussi toute une réflexion en cours avec l'Institut français, le pôle Europe de l'Institut français, sur comment essayer justement de fluidifier encore la circulation de l'information et le relais de l'information, de tout ce qui touche au projet européen à destination du réseau, parce qu'on a bien conscience que c'est pas encore parfait, mais du coup, on est en train de réfléchir comment est-ce qu'on peut arriver à mobiliser au mieux les outils qui peuvent être disponibles à la fois côté ministère et côté IF Paris pour vous informer. Et d'où effectivement l'importance de ton poste et du fait que tu sois basé à l'ARP, et d'où encore, désolée d'insister très lourdement, mais l'importance des contacts avec la délégation, parce qu'effectivement, un des grands enjeux, c'est de pouvoir anticiper les appels, parce qu'une fois que l'appel est publié, comme vous le savez, Sébastien, les délais de réponse sont parfois très serrés. Et sont évidemment toujours au mois d'août ou au moment de Noël, parce que sinon, c'est pas drôle. Donc ça s'anticipe un tout petit peu. Et si vous vous posez la question des partenariats au moment où l'appel sort et que vous avez 5 semaines pour tout monter, c'est quand même assez risqué. Et puis c'est surtout, on peut remporter le projet. La question, c'est avec qui vous l'avez remporté. Et si vous découvrez en cours de route que votre partenaire il n'est pas fiable ou que vous n'êtes pas d'accord, que vous n'aviez pas compris la même chose, là, ça devient très compliqué parce que vous êtes engagés ensemble, quoi. Donc voilà, il y a des choses qu'il faut anticiper en dehors de tout appel. Et là aussi, justement, de pas inventer des projets qui sont totalement hors sol et qui sont juste plaqués pour un appel. Parce qu'encore une fois, ça va vous demander beaucoup d'efforts pour un gain qui sera certainement pas à la hauteur des attentes. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Merci beaucoup à Pascal et Laurence du Relais Culture Europe, à Guillemette DGM/RP et à Sébastien de Courtois à l'IF à Ankara. Il y a un dernier atelier sur les questions européennes qui est organisé vendredi prochain, qui là est plutôt à destination de la zone UE sur les solidarités culturelles en Europe, et qui nous permettra là aussi de réaborder certains des sujets qui ont été discutés ce matin, avec notamment la responsable du bureau Europe du Goethe Institut à Bruxelles. Donc on a beaucoup parlé du Goethe ce matin, donc si vous voulez j'allais dire en vrai, mais virtuellement. Donc, Antonia Blau, elle participera à cet atelier vendredi prochain. Et on va mettre dans le chat nos contacts mail. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et merci beaucoup à Claire et à l'équipe des AIF pour l'opportunité d'organiser ce webinaire. On ne t'entend pas, Claire. Merci, parce que c'était tout à fait passionnant. Merci d'avoir été avec nous sur la programmation des AIF. Je voulais vous rappeler également la possibilité de consulter la rediffusion de l'atelier de la semaine dernière que nous avons réalisé avec le réseau UNI. D'ailleurs, UNI Global a mis un webinaire à 11 h aujourd'hui. Vous avez la possibilité de leur site, je pense, de suivre ce webinaire. Je voudrais vous inviter à consulter les contributions de plusieurs partenaires européens qui nous ont envoyé des contributions vidéo qui sont relayées sur la plateforme des ateliers, dans les ateliers inspirants. Je pense au témoignage de Sana Washti de More Europe. Je pense à Johannes Ebert, secrétaire général du Goethe Institut, également, qui nous a proposé son regard sur la crise et les évolutions à venir du réseau du Goethe, à Marissa Gabriel, commissaire européenne à l'innovation, à la recherche, à la culture, l'éducation et à la jeunesse, et à Roberto Vellano, le président de DENIC. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à tout à l'heure pour celles et ceux qui veulent poursuivre avec le CLPJ à 14 h. Et puis, on se retrouve vendredi à 14 h, vendredi 17 pour l'ouverture officielle autour de Michel Miraillet. Bonne journée, merci. Merci.